bonjour à tous. Je crois qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui pour ce webinaire. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir ce jour pour ce webinaire spécial gestion de crise, méthode pilote de chasse. Doublement spécial parce que la plupart des personnes ici présentes sont des managers avec qui on a déjà travaillé ou avec qui on travaille ou avec qui nous allons prochainement travailler. Alors j'en profite pour, au nom du cabinet, vous remercier, vous les managers, pour votre talent, mais également pour vos performances à travers les différentes missions, votre expertise pour lequel on vous recrute et pour la confiance que vous nous témoignez à chaque mission. Et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Laurent Ponce, dit Pompon, pilote de chasse et cofondateur d'Engage, qui va nous faire partager son expérience du combat aérien. Parce que évoluer dans un environnement complexe, savoir se remettre en question, préparer sa mission, mettre en place une organisation efficace autour de soi pour atteindre ses objectifs, mais également pour réussir son intervention. En quoi les méthodes de gestion de crise sont-elles similaires entre un manager de transition et un pilote de chasse? Je dirais à vous, Pompon, de nous dévoiler tout ça. N'hésitez pas, vous, auditeurs, de partager vos questions via le chat. Et puis, dans un premier temps, Laurent va vous présenter son histoire. Et dans un deuxième temps, nous pourrons poser et répondre à toutes les questions concernant ce webinaire. Merci à tous et je vous laisse la parole, Pompon. Merci Marie. Tout d'abord, merci de m'accueillir dans votre webinaire. Je vais essayer d'être succinct puisque d'habitude, je fais des conférences, mais plutôt sur 2 heures que sur 20 minutes ou 30 minutes. Je ne suis pas là pour raconter ma vie. Je vais en raconter un tout petit morceau pour que les gens puissent comprendre le pourquoi de mon intervention. Je suis surtout là pour faire de la transmission. Parce que c'est vrai qu'on a acquis énormément d'expérience dans l'armée de l'air, puisque l'armée de l'air a 85 ans. Et cette vieille dame transmet encore, malgré son vieillage, beaucoup de choses à l'heure actuelle aux entreprises et par notre intermédiaire, puisque nous sommes un cabinet de formation et d'accompagnement pour les entreprises. Alors, ceci dit, je vais partager mon écran pour vous dispenser un petit briefing sur la gestion de crise façon pilote de chasse. Alors, il n'y a pas, on appelle ça façon pilote de chasse pour que ça soit plus simple, parce que la méthode pilote de chasse, en fait, elle regroupe beaucoup plus de méthodes qu'on veut bien l'entendre. Tout d'abord, avant de commencer le vif du sujet, je vais quand même vous dire qui nous sommes pour un petit peu présenter la légitimité que nous avons à vous donner, entre guillemets, quelques petits conseils sur votre vie professionnelle et le parallèle que l'on peut faire entre le métier de pilote de chasse qui pour vous peut être une image d'Épinal ou des meetings aériens ou du bruit ou un gars qui se la pète avec sa combinaison de vol. Ce que nous sommes, c'est d'abord un groupe. Nous sommes un groupe qui s'appelle Engage. Et Engage est un concept donc de formation atypique, puisque je crois que nous sommes les seuls en Europe à pouvoir pilote de chasse présenter de la formation pour les entreprises en termes d'équilibre et mécanismes d'équipe et managérial aussi. Mais Engage, c'est avant tout un mot-code. C'est un mot-code qu'on emploie dans le combat aérien qui regroupe 3 compétences qui sont indispensables à notre métier et je pense au vôtre aussi. Engage, en fait, c'est un mot-code qu'on va employer quand on rentre dans un combat aérien avec un ami où on va se présenter toujours en supérieur en nombre puisque tout seul, c'est très difficile de faire quoi que ce soit et on va essayer de se présenter à 2. Quand on va rentrer dans un combat aérien, combat tournoyant, combat longue distance ou moyenne distance, peu importe, il y a toujours un équipier qui va se mettre en observation autour du combat, quel que soit le type de combat. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas 2 à aller sur le même but. Ça ne sert à rien, c'est de l'énergie dépensée et c'est des risques pris. Donc, il y en a un qui va se mettre en retrait et très rapidement, il va trouver l'opportunité pour rentrer dans le combat et le finaliser. Quand il va rentrer dans le combat, il va annoncer « Engage ». Engage n'est ni un ordre, c'est une information. C'est-à-dire que l'équipier qui est habitué à ce process va dégager le combat aérien
sans avoir le visuel de son équipier ou de son leader qui arrive dans le combat. Donc, les trois mots qui sont importants, c'est un, c'est l'expertise que nous devons avoir dans le combat aérien pour pouvoir y rentrer et savoir qu'on va finir le combat aérien. C'est de la performance, parce que la performance va nous permettre d'avoir du résultat. Et c'est de la confiance par rapport à l'équipier qui va quitter le combat, voire des fois se mettre en danger sur un retour de situation de son adversaire, parce qu'il sait que son équipier va pouvoir finir le travail. Donc voilà un petit peu ce que regroupe le mot engage et pourquoi nous avons mis l'accent sur ce nom marketing plutôt qu'un autre. Ensuite, alors je suis effectivement un pilote de chasse. Vous avez quelques lignes sur ce que j'ai pu réaliser dans ma carrière. J'ai passé 23 ans dans l'institution. Ce qui me permet d'être aujourd'hui avec vous, c'est que j'ai acquis pendant ma carrière une expérience sur le facteur humain qui ne m'était pas prédestinée puisque je suis contractuel dans le métier de pilote de chasse et j'aurais dû faire mes 20 ans maximum et j'en ai fait 23. J'aurais pu en faire un peu plus et j'ai surtout j'ai été mis dans des postes qui ne m'étaient pas prédestinés. C'est-à-dire que j'ai été commandant d'escadrille, c'est-à-dire gérer une activité opérationnelle au quotidien avec une vingtaine de pilotes et une coordination avec 150 mécanos qui mettent en œuvre les avions. J'ai été officier de sécurité des vols, qui est une personne qui est à la droite du chef et qui est en observation du comportement de tous les pilotes, des plus jeunes jusqu'aux plus vieux, pour assurer leur sécurité et comprendre les frustrations qu'ils peuvent avoir. Pourquoi? Parce qu'une frustration entraîne une colère et cette colère se transforme en conflit. Donc, dès qu'on peut inhiber une frustration, eh bien, normalement, l'ambiance, la cohésion est quelque chose qui va perdurer malgré les tensions que nous pouvons vivre dans notre métier de pilote de chasse. Alors oui, effectivement, le pilote de chasse, vous avez peut-être cette image quand il arrive dans les médias. Et quand il arrive dans les médias, effectivement, c'est qu'il est en territoire hostile ou d'autres épreuves qu'on lui demande d'accomplir. Mais c'est une partie de sa carrière. Le reste du temps, il s'entraîne. C'est-à-dire qu'il va entretenir cette performance pour pouvoir gérer effectivement ce qu'on va appeler, nous, des détachements en territoire extérieur, que vous pouvez appeler gestion de crise. Alors, cette gestion de crise, elle n'arrive pas comme ça, tiens, je suis là, je suis passé à côté, on me sollicite et je vais y arriver. Donc, cette gestion de crise, elle est vraiment à part entière, c'est une performance qui doit s'entretenir et elle ne s'entretient pas toute seule. C'est-à-dire que le pilote de chasse tout seul ne peut pas partir avec son avion quand il le souhaite et puis partir au gré de l'actualité internationale pour aller régler tel le Zorro sur des territoires proches comme on a pu le constater récemment. C'est toute une équipe qui se met en organisation de travail pour pouvoir gérer effectivement la partie crise que le gouvernement, notre état-major nous aura donné pour pouvoir atteindre des objectifs. Alors, cette gestion de crise, elle va faire appel à plusieurs critères qui sont la cohésion, la communication, la collaboration, souvent interalliée maintenant, le maintien de la performance, les process, parce qu'un process n'est pas que militaire, un process n'est pas une pierre tombale. Le process, c'est quelque chose qui est là pour vous aider à accomplir une tâche, tous dans le même sens, de la même façon, sans qu'on ait de la perte en ligne, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit financière. Et pour ce faire, on va préparer, puisque la préparation conditionne à 80% le succès de n'importe quel travail, même de vos vacances, on va avoir une réflexion qui s'appelle ODA. ODA, c'est observation, décision, action. Et ensuite, on obtiendra, on mettra en place une méthodologie qui s'appelle les 4 T, que j'évoquerai tout à l'heure en fin de briefing. Alors, dans une gestion de crise, il faut comprendre ce qui nous anime. Ce qui nous anime tous, vous et nous, militaires, enfin moi quand je l'étais, c'était le but à atteindre. Quel est le but à atteindre? Pour ce faire, comme je vous l'ai dit, on n'est pas des Zorros, on ne peut travailler qu'en équipe, puisque nous, on est bons pilotes, on arrive à gérer effectivement
du cognitif quand on est dans nos appareils en fonction de la situation extérieure ou de la complexité et de la mission, mais c'est une équipe qui va nous permettre de réussir. Elle va nous amener au but à atteindre et c'est surtout grâce à des process tels que je vous l'ai décrit tout à l'heure qu'on va aller tous de la même façon vers le but à atteindre. Alors, chacun effectivement dans sa spécialité, mais on ne va pas s'éparpiller. Il y en a effectivement qui pourraient sortir de ce process pour arriver au but à atteindre, mais peut-être avec plus de budget, plus de risques ou carrément plus de travail en solitaire, ce qui n'est pas le but recherché puisque vous allez voir que dans le process de travail, on a besoin d'avoir des retours d'expérience pour pouvoir servir une autre mission avec d'autres personnes, avec d'autres spécialités. Donc l'équipe est vraiment, je dirais, l'élément moteur de ce qui va nous permettre de gérer notre mission. Alors d'abord, elle commence par de la cohésion. Alors la cohésion, effectivement, peut paraître tabou dans ce monde de brutes et surtout d'hypocrites parce que on considère toujours que la cohésion est du temps perdu. La cohésion, c'est du loisir, c'est du ludique. Or, la cohésion, c'est les fondamentaux, ce sont les fondations même d'une construction d'équipe qui amènera obligatoirement au succès de votre mission. Si vous n'avez pas de cohésion, vous ne pouvez rien prétendre. Donc, la cohésion, elle va vous apprendre à vous connaître, parce que c'est important de se connaître. Je vous donnerai juste un exemple, c'est que quand quelqu'un appelle une autre personne pour sa compétence, pour son expertise, parce qu'elle ne la possède pas, cette personne-là, eh bien, si elle est mal lunée, elle va mal vous parler, ce qui est complètement humain et normal et logique. Si vous ne connaissez pas cette personne-là, vous allez raccrocher, vous allez dire, mais quel abruti, je vais faire son boulot. Et là, vous commettrez votre première grosse erreur professionnelle parce que vous allez prétendre connaître son expertise sans la maîtriser. Et là, vous allez obligatoirement commettre des erreurs. Alors que si vous connaissez cette personne-là, vous allez pouvoir vous permettre de lui dire, bah, écoute, quand ça ira mieux, tu m'appelles parce que j'ai besoin de toi, bisous câlin, et hop, on raccroche et la personne va rappeler. Et là, vous allez être performant. Ensuite, la cohésion, ça va vous permettre d'avoir une notion d'appartenance. Vous avez vu, je suis en combinaison de vol. Alors, ce n'est pas pour le folklore, hein, c'est juste pour vous montrer qu'une combinaison de vol, dessus, vous allez avoir l'appartenance avec un scratch. Vous allez avoir de la communication rapide avec un nom et un nickname, comme on appelle. Et vous allez avoir aussi, entre guillemets, votre expertise avec votre appareil, votre type de mission, voire votre escadron. La cohésion, elle va vous permettre aussi de gérer votre climat de travail. Je rappelle que le climat de travail va développer tout ce qui va conditionner la réussite de votre ensemble, de votre travail, de votre mission. C'est-à-dire qu'on va d'abord avoir de la cohésion pour avoir ensuite du plaisir à venir travailler, parce qu'on sait qu'on vient avec René et Marcel, qu'ils sont déconnants et que j'aime aller voir. Venir au travail, on ne doit pas venir au travail en reculant. On doit venir avec du plaisir parce qu'on passe plus de temps dans son lieu de travail avec ses collaborateurs que le temps passé à la maison. Donc, il serait sadomasochiste d'aller au travail en se faisant du mal, en se disant c'est comme ça et c'est pas autrement. Une fois que vous avez de la cohésion et de la motivation, eh bien, vous allez avoir de la performance dans votre travail parce que vous allez vous donner dans votre travail. Et quand vous avez de la performance dans le travail, ben, vous avez de l'innovation. Et c'est ça qui crée le climat de travail. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'ambiance d'un pilote de chasse, c'est qu'on va avoir plusieurs sessions de cohésion dans une année, entre 3 et 4, où ces moments de cohésion vont être une semaine complète à chaque fois pour qu'on s'appréhende et qu'on se connaisse différemment de ce milieu pyramidal et militaire, entre guillemets, pour qu'on puisse connaître la personne avant de connaître le grade et ce qu'elle représente. Donc, c'est très, très important parce que le pilote de chasse va développer ensuite du plaisir et de la performance, va monter en qualification et quand il va arriver à la sublime
qualification de chef de patrouille, que dans notre jargon on appelle Dieu, parce qu'il n'y a rien au-dessus, eh bien, on va être innovant puisque cette qualification fait appel à une thèse innovante sur des méthodes de travail, sur des éléments nouveaux en termes de technologie, etc. Donc ça, c'est très important de pouvoir avoir développé par la cohésion ces moments-là. Et ce n'est pas une fois par an, c'est plusieurs fois par an parce que ça s'entretient. Et ça va vous apporter tout ce qui est écrit, flexibilité, responsabilité, reconnaissance, votre engagement au sein de la boîte qui va vous mandater. Ça, c'est très, très important. La clarté de votre statut. Et puis ensuite, vous allez pouvoir évoquer tous les standards, process que vous allez avoir en place et en discuter de façon, je dirais, rectiligne avec votre hiérarchie, puisque là, vous n'avez pas de rendez-vous à prendre avec la secrétaire pour pouvoir parler de certaines choses. Là, on est en direct et c'est l'avantage de la cohésion. Une fois qu'on arrive à appréhender l'autre et à se connaître, eh bien, on va pouvoir communiquer. Comme je vous le disais tout à l'heure, si on connaît la personne, on va pouvoir aller à l'essentiel. On va pouvoir se donner rapidement des retours d'expérience. La personne qui se plaint, on va pouvoir effectivement l'entendre différemment et puis transformer ses plaintes en requêtes. Et dans tous les cas, si on n'a pas de communication, il est difficile de prendre des décisions. Vous en avez tous fait l'expérience. Tout seul, vous allez être pris de doute ou alors vous avez un ego surdimensionné. Mais on a besoin d'écouter avant de prendre des décisions, de faire ce qu'on appelle un tour de table. Et ça, c'est une grande qualité de manager, de pouvoir écouter avant de décider. Ensuite, quand on sait se connaître, communiquer, on sait collaborer parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir de la motivation, de l'innovation, on va avoir un climat de travail qui va être favorable, on va avoir de l'efficacité et surtout, on va arriver au succès de la mission qui nous a été donnée. Alors certes, je vous l'accorde, ce que je suis en train de vous présenter est dans le monde des bisounours parce que c'est de la théorie, mais si déjà vous, chef d'équipe, dirigeant, manager, leader, vous n'appliquez pas ces basiques, ben, c'est que le hasard si vous arrivez à du succès. Pourquoi? Parce que vous avez des qualités de vie au travail qui doivent se développer pour entretenir cette performance. Et comme disent les Anglais, ça c'est l'avantage de la langue anglaise, c'est qu'ensemble, tout le monde peut tout accomplir et tout est regroupé dans le mot team. Donc ça, c'est quelque chose de primordial, de se dire qu'on est ensemble pour quelque chose. Et le métier de pilote de chasse est l'image même de cette notion de team, parce qu'un pilote ne peut pas à la fois préparer sa mission tout seul, partir dans son avion tout seul. On est obligé d'avoir des mécaniciens, toute une équipe de spécialistes. Ensuite, on a besoin de contrôleurs aériens pour éviter de rentrer dans d'autres appareils. On a besoin de coordination aérienne pour aller ravitailler. On a besoin des autres spécialités pour assurer, en fonction de notre spécialité, l'espace aérien ennemi, etc., etc. Et ensuite, bien sûr, on va devoir débriefer pour en tirer des lessons learned. Donc tout ça fait appel, une fois qu'on a cette base, on va mettre en place des process. Le process, il est basique, préparation, briefing, exécution, débriefing, mais il faut vraiment en être conscient. Le mal français, c'est d'approcher la préparation, effleurer un briefing, exécuter ça, oui, et puis c'est surtout ensuite qu'on se retrouve à ne pas débriefer. Ça, c'est le mal français. On le retrouve dans beaucoup d'entreprises. On gagne, c'est champagne, mais on ne sait pas pourquoi trop on a gagné. Et on perd, vous êtes tous nuls et puis vous avez intérêt à mieux faire la prochaine fois. Alors que ce n'est pas du tout l'esprit du process. L'esprit du process, c'est effectivement, on va préparer tous ensemble, on va briefer les choses correctement avec ce qu'on va appeler les what if. Et si ça ne se passe pas comme prévu, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi? Parce que c'est pendant le briefing qu'on va arriver à élaborer des choses sans pression. Une fois que vous êtes dans l'exécution, vous avez l'effet de tunnelisation qui vous empêche d'avoir 100% de votre réflexion et qui va vous faire un focus sur des points qui plus tard vous montreront et vous démontreront que ce n'était pas le plus important. Donc, le briefing est là juste pour vous rappeler les choses.
Ce qu'on fait beaucoup, nous, dans la préparation et dans le briefing, c'est qu'on a un observateur qui est là pour nous rappeler le cadre et les rails dans lesquels nous avons préparé et briefé la mission. Cette personne-là n'est pas dans l'exécution de la mission, donc elle n'a pas la même pression que l'on peut avoir quand on part dans l'exécution de la mission qu'on a préparée. Elle est juste là avec les mêmes compétences que vous, parce que vous l'avez choisi aussi, parce que ça c'est important de pouvoir partager ces moments-là, ou de tout d'un coup de voir quelqu'un qui débarque et il vous tape sur l'épaule en vous disant «Eh, oh gars, là tu fais fausse route, il faut que tu reviennes sur tes basiques». Donc ça, c'est très important d'avoir une personne qu'on apprécie pour diverses raisons et qui intervient sans pression d'exécution de timing. Et ensuite, une fois que la mission s'est faite, on va débriefer. On va débriefer déjà pour qu'on comprenne ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et ensuite, on va en tirer des lessons learned. Les retours d'expérience doivent nous permettre, dans une future préparation, de se dire, eh bien, les erreurs qui ont été faites la dernière fois, je n'ai pas à les reproduire et je vais me gagner du temps et donc de l'argent parce que c'est avéré, la dernière fois, on s'est aperçu de ça. J'ai pas plus tard que mardi soir écouté sur ma route, alors je ne l'écoute pas d'habitude, hein, c'est une anecdote, RMC Sport, et on entendait un entraîneur français qui est en Angleterre, qui évoquait justement une nouvelle méthodologie anglaise qui est très efficace et qui a fait ses preuves depuis plusieurs années, qui consiste à appliquer d'abord le process avant d'avoir du résultat. Et ça m'a sidéré d'entendre les mots déjà du foot, que j'apprécie, mais sans plus. Et l'entraîneur disait que c'était très intéressant parce que souvent, c'est eux les fusibles et c'est eux qui vont sauter en premier parce qu'ils n'ont pas de résultat. Et comme on le dit chez Engage, avant de critiquer une personne, posons-nous la question de savoir si le process dans lequel elle est adapté, bon ou à améliorer. Et donc, ça m'a fait énormément plaisir de voir que, encore une fois, les Anglais n'ont pas valeur de science, mais ont une application dans ce domaine-là qui est avérée dans notre milieu de chasseurs, avérée dans le monde de l'entreprise, parce que Engage est à plus de 2000 managers et collaborateurs formés maintenant, et on s'aperçoit, d'après les retours d'expérience, qu'il y a un avant et un après. Donc ça, c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est vraiment vrai, c'est qu'il y a vraiment un plus à appliquer ces process qui sont là pour optimiser votre travail et votre performance. Alors bien sûr, tout ça tourne, c'est joli, c'est animé, mais ce qu'il faut retenir, c'est ça. Et n'oubliez pas, la préparation, 80% du succès. Ensuite, on va avoir dans votre préparation ce qu'on appelle l'ODA. L'ODA, c'est appliqué à la fois dans la partie stratégique et tactique. Je vous rappelle que la stratégie vous permet de gagner la guerre et le tactique vous permet de gagner la bataille. C'est très important parce que souvent on confond le stratégie et le tactique. C'est comme le leader et le manager. Le stratégie et le leader sont associés, ils vont créer des ressources pour arriver sur le but commun et à atteindre, alors que le tactique et le manager vont utiliser ces ressources pour arriver au but commun. Donc souvent, on entend des gens qui demandent des choses stratégiques à des managers dont ce n'est pas à la fois leur capacité et leur fiche de travail. Donc c'est attention de ne pas se tromper. Donc l'ODA, par contre, ça, vous pouvez l'utiliser à la fois dans le stratégique et dans le tactique. Donc c'est d'abord quoi? C'est d'abord observer la situation actuelle sans concession. On est bon, on est mauvais, on a fait telles erreurs, on travaille mal ou on travaille bien, peu importe. Mais c'est vraiment de se regarder dans la bonne glace, pas une glace qui vous rend fit et beau. C'est vraiment qui on est pour pouvoir avancer. Ensuite, orienter, c'est-à-dire déterminer les causes de ces problèmes qui vous obligent à aller sur une situation de crise et à gérer cette situation de crise. Regardez effectivement s'il y a des lessons learned, des retours d'expérience, pour qu'on ait des orientations d'amélioration et surtout de rapidité. Ensuite, il faut décider. Ça, c'est le mal français aussi, c'est qu'on tourne souvent autour du pot, on fait des grandes phrases, mais on ne décide jamais. Donc là, à un moment donné, il faut décider, il faut avancer. Pourquoi? Parce que
on va engendrer par son management du dialogue, on va prendre des décisions après une réflexion, on doit être à l'écoute de ce qui remonte parce qu'on peut aussi se tromper et on n'a pas le droit de persister dans son erreur. C'est ce qu'on dit toujours, c'est qu'on se construit par son erreur, mais on ne peut pas persister dans son erreur. C'est la raison pour laquelle nos sportifs ne sont pas au top tout le temps et se construisent au fur et à mesure du temps, de leur âge et de la génération qui monte. Agir, donc ça, c'est quoi? C'est mettre en œuvre et évaluer ce que vous avez pu mettre en place. Donc ça, ODA, c'est vraiment quelque chose d'important dans la réflexion que vous devez avoir avant de partir dans l'action. Ensuite, la méthode qu'on applique, elle est celle-ci. Alors, elle est américaine. J'ai fait un peu apologie des Anglais. Et maintenant, je vais faire un peu celle des Américains. Je ne suis ni pro-américain ni pro-anglais, je vous le rassure. Je suis 100% français. Mais leur méthode est bonne à prendre. Et quand il y a des méthodes à prendre, ne pas les laisser dehors en disant on est plus fort que les autres. On y arrivera et on va trouver sa méthode. Non, les 4 T, c'est cette méthode-là qui consiste au TAS, Target, Threat, Tactics. Alors, ça a l'air un peu militaire premier abord, je vous l'accorde, mais c'est quelque chose qui s'applique aussi à partir de la stratégie et pour les tacticiens. Donc, le premier task, c'est quoi? Le premier T, c'est quel est le but à atteindre? C'est-à-dire que vous devez absolument répondre, quand vous partez en gestion de crise, quel est le but à atteindre? Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Tant que vous n'avez pas répondu à cette question-là, ne passez pas au T suivant ou au reste de votre préparation. Ça ne sert à rien de prendre de l'avance parce que vous perdez de l'énergie, parce que vous ne savez pas ce qu'on vous demande. Donc, n'extrapolez pas les choses. Partez sur quelque chose qui vous dit, voilà, pour réaliser ça, parce que j'ai compris la mission qui m'est donnée, je vais avoir tel moyen à demander. Les showstoppers, c'est quoi? C'est si vous savez que vous avez X personnes, X matériel technologique à utiliser, voiture, ordinateur, j'en sais rien, ce qu'il vous faut dans votre mission, si vous ne les avez pas, stop. Vous ne devez pas poursuivre votre préparation. Et vous devez juste rendre compte, il me faut une voiture pour aller démarcher le client. Il me faut un ordinateur pour présenter mon PowerPoint. Il me faut 4 avions pour réaliser la mission que vous me demandez. Pour l'instant, j'en ai 2. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on adapte? Est-ce que vous changez le but à atteindre? Etc. Mais ne partez pas si vous avez des showstoppers qui sont dans le coin de votre tête. Et n'oubliez pas l'adage aussi, on en parlait en off tout à l'heure, c'est que les pilotes de chasse ont plein d'adages et celui-ci, il est conséquent. C'est que quand il y a doute, il n'y a plus de doute, donc on lève le doute. Donc, appliquez-le vous, vous verrez que ça enlève beaucoup de sous-entendus et de non-dits. Ensuite, une fois que vous avez répondu au premier T, vous avez le deuxième qui est le target. C'est quelle est la description de la cible qui m'est donnée, quels sont ses points faibles, ses points forts, et quelle idée de manœuvre, moi, avec mon équipe et en tant que leader de la manip, je vais avoir pour pouvoir traiter le problème qui m'est demandé. Ensuite, on va avoir le threat. Le threat, c'est la menace, bien sûr. Alors, quand on est dans un avion, on doit tenir compte du relief, du travail d'équipe, puisque c'est l'officier renseignement qui va nous donner l'actualisation de la menace sur le territoire hostile. Et vous, c'est quoi? C'est la concurrence. Qui est meilleur que moi? Quelle méthode il utilise? Qu'est-ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle? Que disent les experts? Ça, c'est incroyable le nombre de leaders et de managers que je rencontre et qui ne savent pas écouter les experts. Un expert, il n'est pas là pour vous remplacer. Un expert, il est là pour être utilisé dans son domaine de compétences. Comme on dit, nous, Engage, on n'est pas là pour remplacer le service des RH. On est là pour apporter une aide dans un domaine bien précis qui est le facteur humain. Et ça, c'est très important de pouvoir, dans ce T, se dire, voilà, quelle est la concurrence, qui va pouvoir m'aider? Quel est l'environnement dans lequel on va évoluer? Quelle est la connaissance que nous devons avoir de cette entreprise sur laquelle on est parachuté et dans laquelle on va devoir rétablir une situation. Souvent, on a, nous, chez Engage, des entreprises qui nous sollicitent et souvent, je ne dirais pas que c'est très souvent, mais souvent, le problème, c'est le dirigeant. Et le dirigeant, par historique,
se croit incontournable, avec la vérité vraie, et ne voit pas des évidences que personne n'ose lui dire. Et ça, c'est très important de pouvoir l'identifier en regard extérieur, et comme vous pouvez l'être en tant que manager de transition, et comme nous, on peut l'être quand on arrive dans l'étude de notre target, à se dire quel est l'environnement, est-ce que réellement il y a quelque chose qui pourrait nous faire faillir dans l'exécution de notre mission. Enfin, je dirais, nous avons les tactics. Et les tactiques, c'est quoi? Ben, c'est le plan d'action qu'on va mettre en place. C'est est-ce que mon équipe est complète telle que je l'ai imaginée, telle qu'on me le donne? Est-ce que je dois m'adapter, etc., etc. Pour exemple, nous avons aidé pendant le confinement des gens pour lesquels j'étais persuadé qu'ils étaient aptes à gérer une situation de crise. C'était les urgentistes des pompiers de Paris. Structure militaire, urgentiste, pour moi, les deux étaient sans équivoque, ils savaient le faire. Eh bien non, j'ai découvert que le métier de pilote d'urgentiste, même dans un milieu militaire, eh ben c'est, je dirais, c'est du train-train habituel, c'est de l'habitude. Chez nous, on dit encore une fois un adage que la routine tue. Pourquoi? Parce que même si on applique des process, à un moment donné, on va enlever 2-3 items du process pour aller plus vite parce qu'on sait qu'on les maîtrise, sauf que le jour où il y a un petit grain de sable dans les rouages, eh bien, on va avoir un grand point d'interrogation sur sa tête, et c'est là où on va commettre l'irrémédiable. Et donc, on les a aidés à créer, à se réorganiser en tant que plan d'action sur leur travail et surtout sur le facteur humain. Pourquoi? Parce qu'ils étaient psychologiquement atteints par la Covid-19, ils étaient psychologiquement atteints par la fatigue et par tout ce qui engendre leurs actes chirurgicaux. Et donc, ils étaient au bout du rouleau parce que les gens s'enlevaient de leur tournée d'équipe pour toutes ces raisons-là. Et donc, ils n'étaient pas remplacés. Donc, on a tout réactualisé. Et c'est grâce aux 4T qu'on est arrivé à revoir le plan d'action, revoir l'équipe au complet pour pouvoir arriver au succès de la mission qui leur a été donnée. Et enfin, dans les tactics, eh bien, c'est la timeline. Est-ce que c'est pour hier ou est-ce que c'est pour dans 6 mois? Parce que tout va conditionner votre rétro-planning et votre action dans votre préparation, briefing, etc. Donc ça, c'est très important d'avoir cette méthode-là de réflexion avant de partir dans le dur et dans votre préparation. J'espère que je n'ai pas été trop dur, trop Non, long, et que la compréhension a été bonne. Je vais arrêter pour vous redonner voilà, ma petite tête. Et puis, écoutez vos questions qui ont dû être faites pendant cette intervention. merci Laurent, merci pour toutes ces informations. Moi, j'y vois beaucoup de similitudes. Quand tu parles de performance, d'expertise et de confiance, c'est un peu les valeurs que nous, on prône chez nos managers. Quand tu parles de gestion de crise avec de la cohésion, nous, on parle de Dream Team en management de transition. On parle de collaboration, puisque un manager sait très bien que si c'est un expert, il faut qu'il embarque les équipes. Et quand tu me parles de préparer un briefing, c'est-à-dire avec le but à atteindre, nous on parle d'une mission bien cadrée. Si une mission n'est pas bien cadrée, c'est pas une mission qui réussit. Donc on a ce qui nous anime nous, c'est tout ce qui est également préparation, briefing, avec des retours d'expérience qu'on peut avoir avec chaque manager. Donc merci pour ton intervention. Je vais essayer de voir donc si les personnes, j'espère que tout le monde entend bien, et si les personnes peuvent poser des questions, et puis on y répondra. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir durant durant ce moment de partage de questions-réponses? En attendant que les questions arrivent, il faut vraiment se convaincre. Nous, on appelle ça les nuisibles invisibles. C'est-à-dire que chacun, en tant qu'homme ou femme, a
à son ADN, son éducation, son histoire. Et il faut bien se dire que, certes, c'est ce qui va faire la personnalité de ces personnes-là, mais le process est quelque chose de très important. Tu disais que la mission doit être cadrée pour qu'elle réussisse. Oui, il ne faut pas oublier que ça, c'est scientifiquement prouvé, hein, je ne l'ai pas sorti du chapeau du magicien. C'est les 80% sont vraiment quelque chose que l'on peut reproduire n'importe où, n'importe quand dans notre vie de tous les jours, que si on ne prépare pas, eh ben, on ne peut pas prétendre à du succès, ou alors c'est que le hasard, et le hasard n'est pas là pour du long terme. Le hasard, il est là, il arrive, je dirais, à l'impromptu, mais si on veut quelque chose de rigoureux pour une efficacité maximale, eh bien, on doit appliquer ces process et en être convaincu. Et pour nous, c'est important lorsque on recrute un manager de transition par rapport à une problématique. Souvent, effectivement, la problématique, il faut qu'elle soit en pleine conscience avec le dirigeant. Tu parlais des problématiques avec le dirigeant. Effectivement, nous, nos managers, on est souvent en phase avec le dirigeant pour bien cadrer la mission et derrière, en fait, pouvoir proposer des solutions. Et surtout, le manager, à la différence d'un consultant, c'est un manager qui va être aux côtés des opérationnels et qui va les aider, en tout cas, à accomplir, en tout cas, leur mission. J'entends. Alors, Philippe Oberlin, je crois a trouvé une similitude avec la méthode d'animation de la réunion FAST dans laquelle il mettrait l'accent sur le facilitateur qui, dans la réunion de terrain type top 5 minutes, observe et recadre. Peut-être, Philippe, peux-tu prendre la parole? Est-ce que c'est possible qu'on puisse lui donner la parole? Voilà, son micro est toujours. Est-ce Voilà, que ça vous y est. m'entendez? Oui, Voilà, on vous merci. entend, Oui, Philippe. bonjour, bonjour Bonjour. Laurent, bonjour les dames. Oui, j'utilisais, enfin, je trouvais une similitude avec moi, les méthodes que j'utilise lorsque je mets en place des méthodes d'animation d'équipe sur le terrain. Donc, on retrouve un peu votre méthodologie, hein, mais pas aussi, je dirais, aussi stratégique que la vôtre. Mais néanmoins, cette méthode FAST, quand on fait une animation de terrain, vous avez le facilitateur qui, oui, effectivement, prend du recul et regarde un petit peu comment s'organise, s'il n'y a pas d'agression des intervenants, si effectivement on est bien tous concentrés sur l'objectif de la journée, qui est est-ce que je veux livrer à l'heure, est-ce qu'il y a des problématiques qualité, est-ce que je manque de ressources, voilà, est-ce qu'il y a des sujets particuliers avec le bureau d'études, etc., etc. Donc, cette animation FAST est très intéressante pour ça. Puis en plus, on reste dans un cadre. La réunion, elle doit tenir dans 5-10 minutes. On doit absolument ne pas dériver parce qu'après, il y a la journée derrière à faire. Donc, c'est pareil, le briefing, il ne doit pas durer 3 heures, je pense, dans vos préparations de mission. Il Non, faut se concentrer sur voilà l'essentiel. le but, comme vous l'avez précisé, effectivement. Et puis après, tout le monde sait ce qu'il a à faire et il repart chacun avec sa mission et son objectif personnel pour concourir à la réussite de l'équipe et du but collectif. Et Voilà, merci de m'avoir donné l'occasion. ce qui est important, Philippe, de dire, c'est aussi que la performance, votre performance doit s'entretenir. Souvent, on a tendance, je dirais, à croire que parce qu'on a atteint une performance, on l'a acquise pour toujours. Cette performance-là, elle s'entretient et il faut l'entretenir régulièrement avec des axes de contrôle. Non pas pour fliquer les gens, mais simplement pour checker effectivement que ce process, vos process sont toujours bien adaptés à l'environnement. Là, je lis une question de Sylviane, elle parle du protocole sanitaire à l'heure actuelle. Et tout ça doit être flexible. Mais si vous n'apportez pas du contrôle, ben, vous pouvez pas, ou de la surveillance, hein, on l'appelle comme on veut, mais on ne pourra pas savoir si la méthode d'un jour est la méthode adaptée aujourd'hui, par exemple. Merci Alors, Philippe. Justement, je te coupe Laurent, mais je rebondis justement sur la question de Sylviane. On peut lui donner la parole. Sylviane, avec ses points d'attention pour mettre en place une méthode dans le contexte sanitaire que nous vivons actuellement, qui est d'actualité. C'est quoi
Qu'est-ce que tu peux nous répondre à cela? Et Sylviane, je crois qu'on te laisse la parole. Et on laissera Didier ensuite. Voilà, Merci. Effectivement, je connais actuellement depuis 2 semaines une mission qui s'organise exclusivement en télétravail et je suis en mode projet. Et vous m'entendez? Oui. Faiblement, mais on vous entend. D'accord, très bien. Et je voulais avoir vos conseils pour agir à distance avec des équipes qui sont en mode de crainte, avec qui il est difficile de faire avancer les sujets, en fait. Si on est tout le temps en télétravail en mode Teams, voilà, d'abord, il me manque le relationnel, le contact avec le client, le lien social, l'empathie qu'on ne ressent pas toujours avec uniquement l'image et la voix. Voilà, le contact manque. Alors, vous avez insisté sur l'équipe, la cohésion de l'équipe. Il y a aussi donc le travail avec le client, l'équipe du client. Comment peut-on faciliter ce nouveau relationnel qui s'instaure aujourd'hui? Alors, il faut partir en fait du principe suivant, c'est que est-ce qu'on peut faire évoluer ça ou pas? Si vous ne pouvez pas le faire évoluer, il faut le considérer comme un élément important à prendre en compte dans votre future façon de travailler. Et puis, basta, on n'en parle plus. Si vous voulez, il ne faut pas que le fait d'être en télétravail revienne à chaque fois sur le tapis en disant on a des problèmes, on a des problèmes, on a des problèmes, parce qu'on reste dans cette façon de réfléchir avec des problèmes et des problèmes et des problèmes. Je pense qu'il faut, à n'importe quel moment, se dire, bon voilà, j'ai tel élément à prendre en compte et je le prends en compte. Et puis, un jour, ça ira mieux, peut-être. Mais ça ne doit pas vous polluer tout le temps. C'est encore des invisibles, des nuisibles invisibles et qui vont comment dirais-je, perturber l'ensemble de l'équipe. Donc, à un moment donné, on sait qu'on ne peut pas se voir. Eh ben, quel est l'élément important pour pouvoir entretenir du lien? Eh bien, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est de se voir déjà, ça c'est très très important, de redoubler effectivement par rapport à du présentiel des contacts en visio pour pouvoir, même si ça dure que 30 secondes, même si on décide de prendre un café tous ensemble, on se raconte notre vie et puis on raccroche, mais on va entretenir ce lien en visio beaucoup plus longtemps en redondance que si c'était du présentiel. Et il faut qu'on puisse arriver à créer ce lien qui n'est plus en présentiel et dont on ne peut pas le maîtriser parce que c'est le protocole sanitaire qui est comme ça, tout le monde est vraiment très frileux et on ne sait pas trop où on va. Donc, il faut garder cette relation de communication au travers, non pas d'un call, parce que le call, on ne se voit pas, c'est pas l'élément le plus adapté, je pense. Mais par contre, les éléments effectivement qu'on a, qui sont Zoom, Teams, Google Meet, etc., nous permettent de se rencontrer, de créer des groupes, de dialoguer, des groupes de travail, des groupes ludiques, mais vous devez maintenir ce lien et ne pas vous rencontrer que pour des raisons de travail. Et ça, après, c'est le rôle du manager, c'est d'aller chercher les gens et de ne pas attendre que ce soit eux qui viennent vers vous. Donc ça, c'est le seul conseil que je peux vous donner. On a rencontré plein d'entreprises qui avaient ce souci de cohésion au travers du télétravail. Et la seule solution dans tous les cas, on sait qu'on ne peut pas se rencontrer, donc il faut le faire autrement, que les gens puissent parler, ça c'est très important. Il faut parler, évoquer des problèmes de ce fameux télétravail qui crée des soucis chez certains, d'autres un peu moins. Mais voilà, et ceux qui n'ont pas de problème doivent donner aussi des conseils à ceux qui en ont pour pouvoir remédier. Et je pense que le rôle du manager là est très très important pour dynamiser. C'est le chef d'orchestre de tout ça et il doit faire remonter de l'initiative éventuelle. Merci Sylviane, merci Laurent. J'ai une autre question qui est intéressante de la part de Didier. En cas d'échec éventuel, quelle est votre réaction et comment rebondir? Didier, est-ce qu'on peut vous laisser la parole et poser votre question? Didier a toujours son micro. Ouais. Faut... Vous m'entendez? Oui, voilà, c'est parfait. Merci à vous.
Merci à Laurent pour cette présentation qui était courte et concise et très, très claire. Moi, j'avais deux questions. La première, effectivement, dans la méthode des 4T, il apparaît souvent qu'il manque un élément d'IT, parce que, comme vous le disiez, souvent les managers ou les dirigeants n'ont pas conscience de ces lacunes. On n'est quand même pas dans un monde de bisounours, tout n'est pas parfait. Ça, c'est ma première question. Donc, comment réagir dans ce cas-là? Et deuxième question, en cas d'échec, effectivement, tout a été bien préparé, bien briefé, et l'exécution se passe mal, et au débriefing, tout le monde fait un peu la langue de bois et personne ne veut reconnaître ses erreurs ou ses défaillances. Comment réagir dans ces cas-là? Parce que c'est l'action est faite, elle est mal faite ou pas terminée. Comment réagir dans ces cas-là? Est-ce qu'on reprend la copie, on recommence? Je ne pense pas que vous, en tant que pilote, vous n'allez pas tirer deux fois sur la même cible. Non, effectivement. Et, One shot. Donc. Voilà, exactement. D'où l'importance du training et d'où l'importance de maintenir la performance, puisque ce n'est pas le jour de l'opération qu'on va réinventer l'eau chaude. On va garder nos process et la seule chose qu'on ne peut pas retrouver quand on est en temps de paix, c'est justement cette pression psychologique du temps de guerre. Donc, c'est le seul élément. Mais c'est à travers la cohésion qu'on va arriver dans notre vie de tous les jours en opération à évacuer les problèmes que nous pouvons avoir. Alors, on a une boîte à outils qui s'appelle le TOP, les techniques d'optimisation du potentiel, qui regroupe pas mal de choses, qui regroupe le NAP, qui est la petite sieste, que tout le monde devrait autoriser dans les entreprises à faire après le déjeuner. Ensuite, c'est scientifiquement prouvé qu'on gagne 3 heures de concentration dans l'après-midi, qu'on est moins irascible, on est plus performant. Les pilotes de chasse le font, pour info. Ensuite, on a tout ce qui est sophrologie, imagerie mentale, par rapport à la préparation de l'exécution. Donc, on va s'imaginer dans notre contexte. L'exemple le plus concret, c'est la patrouille de France qui, lors de son briefing, fait ce qu'on appelle la musique, où les pilotes vont écouter le leader qui va dérouler la mission avec les figures et les fumigènes. Et vous voyez les pilotes qui jouent avec leurs doigts, les yeux fermés, et ils s'imaginent à leur place. Après, vous avez l'hypnothérapie, vous avez les médecines orientales, asiatiques, enfin, tous ces éléments-là sont là pour gérer tout ça. Alors après, pour revenir à vos deux questions, c'est, je dirais, un cas clinique. C'est-à-dire que j'ai encore un adage paysan, mais je ne sais pas si je peux vous le faire. Non, je ne vous le ferai pas. Mais si vous voulez, c'est pas quand on est c'est pas quand on est la tête dans le fossé que il faut se poser les questions. C'est bien avant. L'histoire du manager qui n'a pas la compétence, il faut se la poser avant. C'est-à-dire qu'il faut avoir des éléments dans la structure de l'équipe pour se dire, est-ce que j'ai la capacité à être certain de la compétence de mes managers? Les pilotes, tous les ans, sont contrôlés. Et comme je le dis, ce n'est pas un contrôle pour les fliquer, c'est un contrôle humain. C'est-à-dire qu'on a tous tendance à revenir sur nos démons, nos passions. C'est logique, c'est normal. Donc, on est là, le contrôle n'est pas là pour les taper, il est juste là pour leur dire, tiens, tu vois, tu as commis telle erreur à tel endroit, je te rappelle que la méthode, c'est plutôt ça que ça, etc., etc. Je pense que dans le milieu de l'entreprise, cette notion de contrôle est quasi inexistante. Et donc, on a un manager, et puis on le laisse faire, et puis en fonction plus ou moins de ses résultats et de ses années, on dit que c'est un bon ou un mauvais. Moi, je pense qu'il est très, très important dans la structure, de fonctionnement, de pouvoir avoir une structure que nous, on appelle dans la chasse STANEVAL, standardisation, évaluation. Ce sont des gens qui ont pour objet de maintenir le process, de le faire évoluer, d'être à l'écoute de l'opérationnel pour que ce ne soit pas à l'opérationnel de réinventer ou d'améliorer les process. Et donc, ça donne in fine un manager qui sait exactement faire, puisque ce sont des gens qui ont réfléchi posément à un process et que ce n'est pas dans l'urgence que moi, manager, je vais pondre tout d'un coup tel ou tel process parce qu'il me semble que c'est ce que la situation attend.
Donc, je pense que le bon ou mauvais manager, c'est la résultante d'une organisation interne qu'il faut faire évoluer. Après, l'échec, comme je vous l'ai dit, doit faire partie de l'état d'esprit d'une équipe. Je vous le disais tout à l'heure avec l'exemple de cet entraîneur français qui officie en Angleterre. On va d'abord appliquer le process, voir effectivement que tout le monde soit adapté au process avant d'exiger du résultat. Donc, pour cet entraîneur-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a confiance dans le process parce qu'il est validé par tout le monde, par les joueurs, par l'entraîneur, par les dirigeants. Tout le monde y croit parce que ça a été confronté. Et maintenant, il y a la mise en application. Donc, effectivement, je pense que le rôle du manager dans un débriefing aussi d'une intervention telle que la vôtre doit être là pour décontracter les gens et qu'il n'y ait pas de langue de bois. À partir du moment où il y a de la langue de bois, on revient dans le schéma que je vous ai présenté de communication efficace. C'est que les gens ne communiquent pas leur ressenti parce qu'ils ne se connaissent pas. Et c'est parce qu'ils ne se connaissent pas qu'ils ne vont pas aller raconter le fond de leur pensée sur l'exécution qui a été peut-être malmenée ou que eux, de leur position, ils se sont dit bah, tiens, tu aurais dû faire comme ça plutôt que ça, comme nous quand on est dans le salon et qu'on regarde un match de foot et on dit quelle bande de brêles, ils auraient dû courir plus vite et se faire des passes plus précises. C'est un peu ça, c'est-à-dire que si on se connaît, on peut se parler. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas se parler. C'est l'avantage du management de transition, c'est que la personne, en fait, elle est là et il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. Elle est là pour la mission. Donc, elle peut se permettre, en fait, de pouvoir dire les choses sans langue de bois, mais pour que justement on arrive plus vite à des solutions. Et ce qu'on dit souvent à nos managers de transition, c'est que il ne faut pas être dans le jugement, dans le il n'y a qu'à Faucon où il fallait faire comme si, c'est pour ça que vous êtes arrivé à cette situation-là. Nos managers, ils arrivent dans une situation avec beaucoup de bienveillance en disant voilà la situation, voilà ce que moi j'ai repéré, où on en est et voilà ce que je vous propose. Et du coup, ça met une entreprise dans de bonnes dispositions pour la mission et c'est ce que nous, on recommande à tous nos managers de pouvoir faire un tableau factuel de la situation, de ne pas être dans le jugement, mais au contraire de dire, bon, bah maintenant, voilà ce que je vous propose comme solution. La première qualité d'un manager, c'est d'écouter. Donc, si un manager n'est pas capable d'écouter des retours d'expérience, c'est qu'il a un souci de formation. On se doit d'écouter. Après, bien sûr qu'on est dans le respect. On n'est pas là pour se taper dessus. On est toujours pareil. On est dans un objectif commun à atteindre. Et à partir du moment où tout le monde a compris cet objectif, bah, tout le monde va, avec son expertise, travailler pour aller vers l'avant. Et le manager qui dirige cette mission bah, doit être attentif et doit donner les moyens à ses collaborateurs de parler sans langue de bois. Merci. Merci Didier pour votre question. Est-ce que ça vous va? Tout à fait, tout à fait. Très bien. Merci à vous, bonne journée. Merci Didier. Merci Laurent, il est 9h25, donc il reste 5 minutes. Peut-être pour qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes en fait entre finalement la méthode pilote de chasse. Laurent, tu nous as donné plein d'informations, donc je crois que nous pourrons mettre à disposition en fait cette présentation pour que nos managers puissent retravailler sur des outils pour être encore plus performants et puis pour être de vrais experts. Peut-être un mot de la fin, Laurent, est-ce que tu as des choses à rajouter? Moi, la seule chose que j'aurais à rajouter, c'est que effectivement, tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc, je pense que l'objectif de chacun, c'est d'aller plus loin. Et c'est la raison pour laquelle je suis là aussi ce matin. Donc, si vous avez la moindre question, en passant par Marie, ben, vous pouvez nous contacter, me contacter. C'est avec grand plaisir que j'essaierai de vous conseiller sur des orientations pour pouvoir faire évoluer vos équipes et puis performer vos résultats. En deux mots, Engage,
ta société, c'est proposer également des team building à destination de sociétés. Donc, nos managers pourraient être aussi intéressés. Dis-nous en 2 mots, en fait, ce que tu peux proposer. Alors nous, on dit avec humour qu'on est des pro-syndicalistes parce qu'on attache de l'importance à la personne, c'est-à-dire qu'on va d'abord développer la performance individuelle pour servir la performance collective. Souvent, on a rencontré des entreprises qui étaient plutôt allez-y, vous êtes tous ensemble, vous allez y arriver, sans se soucier de la personne. Et la personne est quand même l'élément le plus important. Donc effectivement, dans nos formations, qui sont pour outil de travail l'aéronautique, puisque c'est ce qu'on dit, l'important c'est de savoir ce qu'on est réellement. Et l'aéronautique a ça de bien, c'est qu'elle vous met tout nu, vous n'avez plus de carapace professionnelle, plus de carapace vestimentaire puisqu'on vous met en combinaison de vol, et donc vous allez être vous-même dans un décadrage émotionnel. Et nous, animateurs, on est là pour, après vous avoir rappelé les basiques d'un mécanisme d'équipe et de manager, on va vous mettre dans des situations d'organisation, de décision, de débriefing, d'adaptation, de flexibilité, au travers soit de véritables avions, soit de simulateurs d'avions, soit d'ateliers interactifs. Et après, on a des missions dans vos entreprises d'accompagnement où on va accompagner des managers, résoudre, essayer de comprendre des problèmes d'équipe qui vous échappent. Et on a tous cette partie de conseil en entreprise. Là, en ce moment, on a beaucoup de gestion de crise, de cellules de crise, puisque les entreprises ont laissé tomber cette compétence de cellules de crise qui existait il y a quoi, 20-30 ans dans les entreprises, et par ce confort sociétal où rien ne peut nous arriver, eh bien effectivement, cette compétence a disparu. Et donc, nous sommes en train de rappeler aux entreprises, de les aider à monter des cellules de crise pour faire face à la situation actuelle et puis surtout pour que leur entreprise perdure et qu'elle ne se retrouve pas au tribunal administratif. D'accord. Bah, merci Laurent. De notre côté, chez Grande, bien, en fait, nous sommes très contents d'accueillir nos managers ou nos futurs managers de transition. Le prochain webinaire sera sur un regard croisé entre le management de transition et les femmes. Encore peu de femmes en management de transition sur des postes de cadre dirigeants. Et nous aurons l'occasion d'avoir 3 expertes en management de transition qui nous parleront de leur regard vis-à-vis du management de transition et de leur position de cadre dirigeant. Je vous remercie, c'est un vrai plaisir Laurent, merci encore pour ton intervention. Nous mettons à disposition tous les documents qui peuvent vous aider, vous les managers, et évidemment nous sommes à votre disposition. Chez Grant, on sera toujours honoré de vous accompagner dans vos missions de transition. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.